Ma sœur m'a empêché de voir maman à l'hôpital, prétendant qu'elle était déjà morte. Elle a rapidement organisé une crémation pour cacher ses traces. Mais je savais qu'elle mentait. Je suis arrivée à la cérémonie avec la police et j'ai renversé l'urne devant ses invités riches. Ce qui est tombé sur le sol n'était pas des cendres. Le vrombissement de la foreuse au-dessus de ma tête masquait presque la sonnerie de mon téléphone, mais la vibration contre ma poitrine était insistante, comme un avertissement sismique avant un tremblement de terre. J'étais à 6 mètres sous terre, les bottes enfoncées dans une boue argileuse glaciale, en train d'inspecter les fondations défaillantes d'un immeuble du 19e siècle dans le Vieux-Lyon. C'est mon métier. Je suis Flavie, ingénieure géotechnicienne. Je passe ma vie à chercher les fissures invisibles, les cavités dangereuses et les structures pourries que les belles façades tentent de cacher. Ironiquement, je ne savais pas encore que la fissure la plus dangereuse de ma vie ne se trouvait pas dans ce sous-sol humide, mais dans la voie de ma propre sœur, Oriane. J'ai essuyé mes mains couvertes de terre sur ma combinaison orange fluo et j'ai décroché. Maman est morte, Flavie. Pas de bonjour. Pas de préambule. Juste ces 4 mots, prononcés avec une théâtralité si parfaite, si lisse, qu'ils semblaient avoir été répétés devant un miroir. Le monde autour de moi s'est figé. Le bruit du chantier s'est estompé, remplacé par un bourdonnement sourd dans mes oreilles. Quoi? Mais, j'ai parlé avec elle la semaine dernière, balbutiai-je, ma voix étranglée par la poussière et le choc. Elle allait bien. Elle m'a même crié dessus parce que je ne portais pas assez de maquillage. On ne meurt pas d'une critique sur le rouge à lèvres, Oriane. C'était une insuffisance cardiaque massive, cette nuit, coupa Oriane. Sa voix était tremblante, mais c'était ce trémolo étudié que je connaissais trop bien, celui qu'elle utilisait pour obtenir une réduction dans les boutiques de luxe ou pour amadouer un policier après un excès de vitesse. C'était fulgurant. Elle n'a pas souffert. Je suis dévastée. Je me suis appuyée contre le mur de béton suintant. Je rentre tout de suite. Je prends la voiture, je serai à Mont-d'Or dans 1 heure. Non. Le cri était trop rapide, trop aigu. Oriane se reprit immédiatement, adoucissant le ton. Non, ma chérie. Ne viens pas. C'est horrible à voir. Les médecins ont dit que l'arrêt cardiaque a provoqué des spasmes, son visage, déformé. Je ne veux pas que tu gardes cette image d'elle. J'ai déjà tout arrangé. Le cercueil est scellé par mesure d'hygiène. Scellé? Oriane, c'est notre mère. Je me fiche de l'hygiène, je veux lui dire au revoir. C'est trop tard, Flavie, dit-elle avec une fermeté glaciale qui contrastait avec ses sanglots précédents. La crémation est prévue pour vendredi matin. C'est ce qu'elle voulait. Une sortie rapide, propre, sans chichi. Tu sais comment elle était? Vendredi? Nous étions mardi après-midi. Une crémation en moins de 3 jours? C'était légal, certes, mais d'une rapidité suspecte pour une famille catholique traditionnelle comme la nôtre qui adorait les longues veillées funèbres. Attends, pourquoi si vite? Et l'autopsie? Si c'était soudain. Arrête avec tes questions techniques, hurla-t-elle presque. Tu es toujours comme ça, froide, analytique. Maman est morte et toi tu parles de procédure. Respecte mon deuil et le sien. On se voit à la cérémonie. N'essaie pas de venir à la maison avant, je ne suis pas en état de recevoir tes ondes négatives. Elle raccrocha. Le silence qui suivit fut plus lourd que les tonnes de béton au-dessus de ma tête. Je restais là, le téléphone serré dans ma main sale. Quelque chose ne collait pas. Dans mon métier, quand un bâtiment s'effondre soudainement, c'est rarement un accident. Il y a toujours un signe avant-coureur, une infiltration d'eau, une poutre qui gémit, une fissure qu'on a repeinte pour la cacher. Ma mère avait certes le cœur fragile, mais elle avait surtout une vitalité nourrie par le jugement des autres. Et Oriane? Oriane ne faisait jamais rien vite et sans chichi, sauf si elle avait quelque chose à cacher. Je regardais mes bottes couvertes de boue. Ma sœur me voyait comme ça, sale, terre à terre, l'ouvrière de la famille. Elle pensait que je serais trop occupée à pleurer ou trop stupide pour poser des questions. Mais elle oubliait une chose. La boue, c'est mon élément. Et quand on creuse dans la boue, on finit toujours par trouver ce qui est enterré. Avant de remonter à la surface, avant de laisser la rage prendre le dessus sur la douleur, je dois vous poser une question. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter, peut-être en conduisant, peut-être en travaillant tard le soir.
Dites-moi dans les commentaires, d'où écoutez-vous cette histoire? Quelle heure est-il chez vous? Êtes-vous à Paris sous la pluie, au Québec sous la neige, ou ailleurs? Savoir que je ne suis pas seule à parler dans le vide m'aide à continuer ce récit difficile. Je suis remontée à l'air libre, j'ai jeté mon casque sur le siège passager de ma vieille camionnette et j'ai démarré. Je ne savais pas encore que je fonçais vers le chantier le plus dangereux de ma carrière, la destruction contrôlée de ma propre famille. Sur l'autoroute A6 en direction du nord, la pluie battait contre mon pare-brise, rythmant mes pensées chaotiques. Chaque kilomètre me rapprochait de la maison d'enfance, ce mausolée de stuc et de marbre niché dans les collines dorées des Monts d'Or. Pour comprendre pourquoi je ne pouvais pas simplement croire ma sœur sur parole, il faut que vous compreniez l'architecture de notre famille. Si ma famille était une maison, Oriane en était la façade, splendide, décorée, illuminée pour épater les voisins. J'en étais les fondations, invisibles, porteuses de charge et constamment ignorées tant que tout tenait debout. Oriane, avec ses 4 ans de plus, était l'enfant soleil. Elle avait hérité de la beauté classique de notre mère, Mireille, et de son talent pour la manipulation sociale. Dès l'enfance, tout lui était dû. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais passé la journée à attendre. Mes parents avaient promis un dîner au restaurant. À 20h, la maison était vide. À 22h, j'ai mangé un sandwich au fromage seul dans la cuisine. Ils sont rentrés à minuit, euphoriques. Oriane avait participé à un concours de beauté locale improvisé. Elle n'avait même pas gagné, elle avait fini 3e, mais maman disait, il fallait la soutenir, Flavie, elle était si fragile après sa défaite. Mon anniversaire? Oublié. Tu es grande, tu comprends, non? J'ai toujours compris. J'ai compris quand ils ont payé l'école de commerce privée d'Oriane, qu'elle a abandonnée après 1 an, mais m'ont dit de faire un prêt étudiant pour mon école d'ingénieur parce que les temps étaient durs. J'ai compris quand Oriane a lancé sa marque de bougies parfumées l'Olympe, une arnaque pyramidale déguisée, et que maman l'a renflouée de 20 000 € en hypothéquant une partie de ses bijoux. Oriane est une artiste, elle a besoin d'aide, disait maman. Toi, Flavie, tu es comme la terre glaise. Solide, mais pas faite pour briller. Pas faite pour briller. Cette phrase a été le moteur de ma vie. J'ai construit ma carrière pierre par pierre, sans leur aide. J'ai acheté mon appartement, payé ma voiture. Oriane, elle, vivait encore dans l'ombre financière de maman à 38 ans, conduisant une voiture en leasing qu'elle ne pouvait pas payer, postant des photos de vacances sponsorisées par des cartes de crédit qu'elle ne remboursait jamais. En arrivant devant la grille en fer forgé de la maison familiale, mon cœur s'est serré. Le portail était fermé. Ce n'était pas inhabituel. Ce qu'il était, c'était la chaîne et le cadenas flambant neuf qui enroulaient les barreaux, en plus du verrou électronique. J'ai garé ma camionnette un peu plus loin, cachée par une aie de tuya. Je suis descendue et je me suis approchée à pied. La maison semblait morte. Les volets étaient clos. Mais dans l'allée gravillonnée, il y avait une voiture que je ne connaissais pas. Une petite citadine avec un logo magnétique sur la portière, immobilier prestige, estimation rapide sous 24 heures. Mon sang s'est glacé. Maman était supposée être morte la nuit dernière. Son corps n'était même pas encore incinéré. Et Oriane avait déjà fait venir un agent immobilier? Ce n'était pas le comportement d'une fille éplorée. C'était le comportement d'une personne aux abois qui a besoin de liquidité, et vite. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la maison. Personne. J'ai rappelé Oriane. Messagerie directe. Elle m'avait bloqué. J'ai regardé la façade de cette maison où j'avais grandi, et pour la première fois, j'ai vu les fissures que personne d'autre ne voyait. Oriane ne préparait pas un enterrement. Elle préparait une liquidation totale. Et si maman était morte trop vite, c'est peut-être parce qu'elle était devenue un obstacle structurel aux ambitions de ma sœur. Je devais entrer. Pas par la grande porte, mais par les failles. Je ne pouvais pas forcer le portail sans déclencher l'alarme. Oriane avait récemment fait installer un système de sécurité dernier cri, ironiquement payé avec la retraite de maman, sous prétexte de la protéger des cambrioleurs. Je savais maintenant de qui elle se protégeait vraiment. Je contournais la propriété par le chemin vicinal, là où le jardin de nos voisins, les Dubreuil, jouxtait le nôtre. Madame Lucette Dubreuil, 75 ans, était la commère du quartier. Dans mon enfance, je la détestais car elle rapportait à ma mère chaque fois que je rentrais avec les genoux écorchés.
Aujourd'hui, sa curiosité maladive allait être mon meilleur atout. Elle était là, comme prévu, en train de tailler ses rosiers près de la clôture mitoyenne, bien que la saison ne s'y prêtât guère. Elle guettait. « Bonjour, Madame Lucette », l'appelai-je doucement. Elle sursauta, plissa les yeux derrière ses grosses lunettes. « Flavie ? C'est toi ? Mon Dieu, ma pauvre petite. J'ai appris pour ta mère. Quelle tragédie. Merci, Lucette. Je n'arrive pas à joindre Oriane. Le portail est fermé. Lucette s'approcha du grillage, baissant la voix comme si nous étions des espions. C'est étrange, tu sais. Tout ça est très étrange. Qu'est-ce qui est étrange ? Demandai-je, le cœur battant. L'ambulance, chuchota-t-elle. C'était avant-hier soir, vers 23 heures. Une ambulance privée, blanche, sans marquage officiel. Ils sont entrés en marche arrière, tous faisaient un. Pas de gyrophare, pas de sirène. Ils sont ressortis 10 minutes plus tard. Si ta mère faisait une crise cardiaque, pourquoi ils n'ont pas mis la sirène ? Pourquoi ils roulaient au pas comme s'ils avaient peur de réveiller les morts ? Un frisson me parcourut l'échine. Une urgence cardiaque nécessite de la vitesse et du bruit. Le silence est réservé au transport de corps ou aux enlèvements. Et ce matin, continua Lucette, j'ai vu ta sœur. Elle ne pleurait pas. Elle riait au téléphone dans le jardin. Elle disait, oui, samedi tout sera signé, ne t'inquiète pas pour l'argent. Et puis cet homme de l'agence immobilière est arrivé. Merci, Lucette. Vous êtes un ange. Je m'éloignai en tremblant. Oriane mentait sur les circonstances. Elle vendait la maison avant même les funérailles. Je regagnai ma camionnette et m'enfermai à l'intérieur. Il me fallait de l'aide. Je composai le numéro de Gaspard. Gaspard était mon seul ami du lycée qui était resté dans la région. Il travaillait maintenant au service contentieux d'une grande banque régionale. C'était le genre de gars discret, méticuleux, qui connaissait les secrets financiers de toute la ville. Flavie ? Toutes mes condoléances, dit-il dès qu'il décrocha. Garde tes condoléances, Gaspard. Je crois qu'il se passe quelque chose de grave. J'ai besoin que tu fasses une entorse à ton éthique professionnelle. J'ai besoin de savoir dans quelle merde financière se trouve Oriane. Flavie, tu sais que je ne peux pas. Elle vend la maison de maman, Gaspard. Le corps n'est pas encore froid et elle a déjà un agent immobilier sur place. Maman est morte cette nuit et Oriane veut l'incinérer vendredi. Aide-moi, je t'en supplie. Il y eut un long silence au bout du fil, puis le bruit d'un clavier qu'on martèle. Donne-moi 2 minutes. J'attendis, regardant la pluie transformer la poussière du tableau de bord en bout. C'était à 2, je fais une pause ici pour vous demander, à ma place, qu'auriez-vous fait ? Auriez-vous forcé le portail ? Auriez-vous appelé la police immédiatement avec si peu de preuves ? Dites-moi dans les commentaires quelle serait votre stratégie face à une telle situation. La voix de Gaspard revint, tendue, presque effrayée. Flavie, accroche-toi. Ta sœur n'est pas juste endettée. Elle est en chute libre. Elle a contracté des crédits à la consommation partout, mais le pire n'est pas là. Je vois des mouvements vers des comptes non régulés. Des sites de paris en ligne, des cryptos douteuses. Et il y a une note de signalement interne d'une autre banque. Quoi ? Elle doit 250 000 € à une société de crédit privé basée à Estonie. C'est du prêt usuraire, Flavie. C'est la mafia numérique. Ils ont mis une échéance au samedi 24. Si elle ne paie pas, elle est morte, terminé-je. Ou pire. Flavie, si ta mère est décédée cette nuit, c'est la coïncidence la plus opportune de l'histoire. Avec l'héritage, Oriane peut couvrir la dette in extremis. Mais elle a besoin de l'acte de décès et de la vente immédiate. Je raccrochai. Tout s'emboîtait. Le mobile était là, brut, violent, chiffré. 250 000 €. C'était le prix de la vie de ma mère. Mais une question me hantait, et si la coïncidence opportune n'était pas une coïncidence ? Et si Oriane avait forcé le destin ? Si Oriane avait tué maman, elle avait besoin d'un complice médical pour signer l'acte de décès. Une mort à domicile nécessite la visite d'un médecin pour constater le décès. Qui ?
Je me souvins de la remarque de Lucette, une ambulance privée, sans marquage officiel. J'ouvris Instagram. Je savais qu'Oriane, dans son narcissisme pathologique, documentait toute sa vie, même quand elle prétendait être discrète. Je fis défiler ses photos archivées, cherchant ses fréquentations des 2 dernières années. Bingo! Une photo datant d'il y a 18 mois. Une soirée blanche sur un bateau. Oriane, un verre de champagne à la main, au bras d'un homme grisonnant au regard fuyant. Le tag disait « Soirée guérison avec le docteur Amaury, mon sauveur spirituel et médical ». #wellness #detox. J'ai cherché docteur Amaury sur Google. Amaury Vallet. Propriétaire de la clinique Saint-Hilaire. Une clinique privée de réhabilitation et de soins palliatifs située à 40 km de Lyon, perdue au milieu des bois dans le massif du Pilat. Les avis Google étaient polarisés, soit 5 étoiles, clairement faux, soit une étoile parlant de pratiques douteuses, de facturation abusive et de familles tenues à l'écart. C'était là. C'était forcément là qu'il avait emmené. J'ai démarré la camionnette. Le trajet fut un cauchemar. La route sinueuse montait dans la forêt dense, le brouillard s'épaississait à mesure que je m'approchais de la clinique. C'était un vieux manoir reconverti, entouré de hauts murs de pierre surmontés de tessons de bouteilles. Une forteresse pour les riches en fin de vie. Je me garai à 1 kilomètre, dissimulant mon véhicule dans un chemin forestier boueux. J'enfilai ma veste de chantier, pris ma lampe frontale, mon pied de biche, et je commençai à marcher. La pluie était glaciale. Arrivé près de l'enceinte, je réalisai qu'entrer par le portail était impossible. Caméra, digicode. Mais je suis ingénieur. Je regarde ce que les autres ignorent, le drainage. Un bâtiment de cette taille, construit sur une pente, a forcément un système d'évacuation des eaux pluviales qui débouche en contrebas. Je descendis le talus glissant, m'accrochant aux ronces. Je le trouvai. Une buse en béton d'1 mètre de diamètre, crachant un filet d'eau noirâtre. La grille de protection était vieille, rouillée. Avec mon pied de biche, je fis levier. Le métal gémit, résista, puis céda dans un craquement sec. L'odeur me frappa instantanément. Un mélange de moisissure, de terre pourrie et de cette odeur chimique douceâtre des eaux usées d'hôpital. J'allumai ma frontale et m'engouffrai dans le tuyau. Je devais ramper. L'eau glacée s'infiltrait dans mes vêtements. C'était l'antithèse absolue du monde d'Oriane. Elle était la soie et le parfum, j'étais la boue et la merde. Mais c'est dans la merde qu'on trouve la vérité. J'avançai sur 50 mètres, luttant contre la claustrophobie, priant pour que le plan du cadastre que j'avais consulté mentalement soit exact. Je vis une échelle métallique rouillée montant vers une plaque d'égout. Je poussai. C'était lourd. Je poussai de toutes mes forces, mes épaules brûlant sous l'effort. La plaque se souleva. Je débouchai dans une chaufferie sombre, bruyante, chaude. J'étais dedans. Je me hissai hors du trou, ruisselante, tremblante, mais vivante. Je me cachai derrière une énorme chaudière. Devant moi, une porte entr'ouverte laissait passer une lumière crue. C'était la zone de traitement des déchets médicaux. J'avançai à pas de loup. Sur une table en inox, il y avait des dossiers empilés à détruire. Mon cœur manqua un battement. Je fouillai frénétiquement. Dupont, Martin, Lefebvre et là, une chemise bleue. Mireille L. J'ouvris le dossier. Mes mains tremblaient tellement que je faillis faire tomber les papiers. Date d'admission, avant-hier soir. Motif, mise sous sédation profonde, protocole palliatif. Il n'y avait pas de certificat de décès dans le dossier. Il y avait une note manuscrite en rouge, maintenir niveau 4 jusqu'à vendredi 10h. Signature, Dr A. Maintenir? On ne maintient pas un cadavre. On maintient un vivant. Maman n'était pas morte. La révélation me frappa comme une brique en pleine poitrine. Maman était vivante. Elle était ici, dans ce bâtiment, quelque part au-dessus de ma tête, droguée, maintenue dans un coma artificiel pour qu'Oriane puisse simuler sa mort et vendre sa vie pièce par pièce. La colère, une colère pure, incandescente, remplaça ma peur. Je n'avais plus froid. Je voulais monter là-haut et étrangler Amaury, démolir cet endroit mur par mur. Mais mon cerveau d'ingénieur reprit le dessus. Analyse la structure avant de démolir.
Si je fonçais maintenant, couverte de boue, hurlant comme une folle, ils appelleraient la police. Amaury dirait que je suis une fille instable, dangereuse. Avec ces relations, il pourrait faire disparaître le dossier, peut-être même faire disparaître maman pour de bon avant que les autorités n'arrivent. Je devais être invisible. Je devais voir maman de mes propres yeux. Je sortis mon téléphone. Je le mis en mode silencieux et lançai l'enregistrement vidéo. Je me glissai hors de la chaufferie, dans les couloirs de service. C'était l'heure du dîner, le personnel était probablement concentré dans les salles communes ou les cuisines. Je montai l'escalier de service jusqu'au premier étage, la zone VIP. La moquette épaisse étouffait le bruit de mes bottes lourdes, laissant seulement des traces de boue accusatrice derrière moi. Tant pis. Chambre 101. Vide. Chambre 102. Un vieux monsieur. Au bout du couloir, la chambre 104. La porte était entr'ouverte. Une voix familière en sortait. Je me figeai. C'était Oriane. Mon estomac se noua. Elle était là. Je m'approchai du mur, retenant mon souffle. Je sais, mon chéri, je sais, disait Oriane, sa voix douce, presque maternelle. Mais elle ne parlait pas à maman. Elle parlait au téléphone. L'argent sera sur le compte samedi matin. Oui, la totalité. 250 plus les intérêts. Ne touchez pas à mes cheveux, d'accord? Je tiens à mes cheveux. Elle raccrocha. Un soupir d'exaspération, puis le bruit de talons claquant sur le parquet. Je risquai un coup d'œil par l'entrebâillement. Maman était là. Allongée sur un lit médicalisé, perfusée, le visage pâle, la bouche ouverte. Elle semblait si petite, si fragile. Le moniteur cardiaque bipait régulièrement. Un rythme lent, artificiel. Oriane s'approcha du lit. Elle caressa la joue de maman. Le geste semblait tendre jusqu'à ce qu'elle parle. Tu vois, maman? Tu m'aides enfin vraiment. Pour une fois, tu sers à quelque chose d'utile. Tu vas me sauver, comme une bonne mère le ferait. Elle prit une seringue posée sur la table de nuit. Amaury a dit qu'une dose de plus et tu ne te réveilleras pas avant samedi. Et samedi, eh bien, samedi, tu seras déjà une urne sur la cheminée. Je faillis hurler. Ma main se crispa sur le chambranle de la porte. Elle allait la tuer? Non, elle parlait de l'urne, elle allait simuler la crémation. Un homme entra dans la chambre. Blouse blanche, cheveux grisonnants. Le docteur Amaury. Oriane, dit-il sèchement. Il faut qu'on parle. Le notaire veut l'acte de décès original pour débloquer la procédure d'urgence. J'ai fait un faux, mais si quelqu'un vérifie à la mairie... Personne ne vérifiera, Amaury, répliqua Oriane. Flavie est une imbécile sentimentale. Je lui ai dit de ne pas venir, elle obéira. Elle a trop peur de voir un cadavre. Et les autres? Ils s'en fichent. Tant qu'il y a du champagne et des petits fours à l'enterrement, ils croiront ce qu'on leur dira. Et le corps? Demanda Amaury en désignant maman. On ne peut pas la garder ici indéfiniment après vendredi. Une fois que j'ai l'argent, on l'envoie dans cet hospice en Suisse, celui qui ne pose pas de questions. On dira qu'elle a eu un miracle? Ou alors on la laisse juste s'éteindre doucement. On verra. L'important, c'est vendredi. La cérémonie doit être parfaite. J'ai préparé l'urne, dit Amaury. C'est de la céramique italienne. Très convaincant. Et dedans? Amaury eut un petit rire nerveux. J'ai mis de la litière pour chat. Pour le poids. C'est la même densité que les cendres humaines. Oriane éclata de rire. Un rire cristallin, terrifiant. De la litière pour chat? C'est parfait. Maman détestait les chats. Quelle ironie divine. Le bruit d'un chariot dans le couloir me fit sursauter. Une infirmière arrivait. Je n'avais plus le temps. Je me glissai dans le placard à linge sale juste en face de la chambre, mon cœur battant si fort que je craignais qu'il ne couvre le bruit des conversations. J'avais tout enregistré. Le plan, l'aveu, la litière. Je tenais la dynamite. Il ne restait plus qu'à trouver le bon moment pour allumer la mèche.
Recroquevillé dans l'obscurité du placard, entouré de draps souillés, je regardais l'écran de mon téléphone. La vidéo était nette. Le son était clair. J'avais la preuve qu'Oriane et Amaury conspiraient pour commettre une fraude massive, une séquestration et un abus de faiblesse sur personnes vulnérables. L'infirmière passa sans s'arrêter. J'attendis encore 10 minutes, jusqu'à ce qu'Oriane et Amaury sortent de la chambre pour aller boire un verre dans son bureau. Dès que le couloir fut désert, je sortis. Mon premier réflexe fut de courir dans la chambre 104, de débrancher maman et de l'emmener. Mais c'était impossible. Elle était inconsciente, perfusée. Comment la transporterais-je seule par les égouts? Et si je sortais par la grande porte, Amaury appellerait la sécurité. Je finirais en garde à vue pour agression, et pendant ce temps, il ferait disparaître maman. Non. Je devais jouer leur jeu, mais mieux qu'eux. Je m'approchai du lit de maman. Je pris sa main froide. Maman, chuchotai-je. Je sais que tu ne m'entends pas. Je sais que tu as toujours préféré Oriane. Mais aujourd'hui, c'est la terre glaise qui va te sauver. Et je vais te montrer qui est vraiment ta fille préférée. Je pris une photo de maman vivante avec le journal du jour, trouvé sur la table de chevet du voisin, posé à côté d'elle pour dater la preuve. Puis je repartis, non pas par les égouts, mais par une sortie de secours au rez-de-chaussée que j'avais repérée sur le plan d'évacuation affiché au mur. J'ai déclenché l'alarme en sortant, créant une diversion qui me permit de courir vers la forêt avant que quiconque ne comprenne ce qui se passait. De retour dans ma camionnette, trempée, puante, mais armée de la vérité, j'appelai Gaspard. J'ai tout, dis-je. Elle est vivante. Ils vont faire un faux enterrement vendredi. Mon Dieu. Flavie, va à la police. Non. Pas tout de suite. La police est lente, Gaspard. Le temps qu'ils obtiennent un mandat, qu'ils vérifient. Oriane aura le temps de bouger maman. Et surtout, la police arrêtera Oriane, mais ça ne suffira pas. Elle se posera en victime, elle dira qu'elle a été manipulée par le médecin. Elle s'en sortira encore, comme toujours. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Je regardais mes mains sales sur le volant. Je vais détruire sa réputation. Je vais détruire son image. Je vais faire en sorte que plus personne, jamais, ne puisse croire un mot de ce qui sort de sa bouche. Elle veut une cérémonie? Elle veut un spectacle? Je vais lui en donner un. Tu me fais peur, Flavie. Écoute-moi bien, Gaspard. J'ai besoin de liquidité. Je vide mes comptes épargne. Je veux engager une équipe de sécurité privée pour vendredi. Des gros bras. Et j'ai besoin que tu viennes avec une ambulance privée fiable. On va faire une descente, mais on va la faire en direct, devant tout le gratin lyonnais. Je raccrochai et composai le numéro d'Oriane. Elle décrocha au 3e appel, probablement agacée. Quoi encore, Flavie? Je pris une grande inspiration et mis en marche mes talents d'actrice, ce que j'avais refoulé toute ma vie. Oriane, tu as raison. Je suis désolée. J'ai réfléchi. Je ne veux pas voir le corps. Je veux juste que ça se finisse. Je viendrai à la cérémonie vendredi. Je signerai les papiers de renonciation à l'héritage comme tu l'as suggéré, pour que tu puisses gérer la maison. Je veux juste récupérer quelques albums photos. Il y eut un silence. Je sentais le sourire triomphant d'Oriane à travers les ondes. C'est une sage décision, petite sœur. Vraiment. Tu verras, la cérémonie sera magnifique. Maman serait fière de ta maturité. Oui, dis-je, une lueur dangereuse dans les yeux. Elle sera inoubliable. Les 2 jours suivants furent une torture d'attente et de préparation minutieuse. Je ne dormais pas. Je fonctionnais à l'adrénaline et au café noir. J'ai rencontré le chef de l'équipe de sécurité que j'avais engagé, un ancien gendarme nommé Franck. Un homme carré, solide, comme je les aime. Je lui ai montré la vidéo. Il est devenu rouge de colère. On sera là, mademoiselle. On bloquera les issues. Personne ne sortira tant que la police n'aura pas pris le relais. J'ai contacté un avocat spécialisé pour rédiger une plainte prête à être déposée à la minute où le scandale éclaterait. Le plus dur était de penser à maman, seule là-bas, droguée par ce monstre en blouse blanche. Chaque heure qui passait était un risque.
Et si son cœur lâchait vraiment sous l'effet des sédatifs? C'était un pari terrifiant. Mais je savais que si je la sortais trop tôt, Oriane crierait au kidnapping, à la sénilité de maman, elle retournerait la situation. Il fallait le flagrant délit. Il fallait le corps du délit, ou plutôt, l'absence de corps. Vendredi matin arriva. Le ciel était gris, lourd, menaçant. Parfait. Je me suis habillée. Pas en noir. Pas en robe de deuil. J'ai enfilé ma tenue de travail la plus propre, un jean de chantier renforcé, mes bottes de sécurité, nettoyé mes imposantes, une chemise à carreaux et ma veste technique jaune fluo avec les bandes réfléchissantes. Je me suis regardée dans le miroir. Je ne ressemblais pas à une personne en deuil. Je ressemblais à un chef de chantier venant ordonner la démolition d'un immeuble insalubre. C'est exactement ça, murmurai-je. Aujourd'hui, on démolit. J'ai reçu un message de Gaspard. L'ambulance est en position près de la clinique. Dès que tu donnes le signal, on entre avec la police. J'ai un contact, ils sont prévenus d'une intervention imminente pour séquestration, ils attendent juste ton go pour la synchro. Point. J'ai répondu, attendez mon signal. 11 heures précises. Je suis montée dans ma camionnette. J'ai roulé vers la maison de maman. Les voitures de luxe s'alignaient déjà le long de l'allée. Porsche, Audi, Tesla. Les amis d'Oriane. Les créanciers déguisés. Les vautours. J'ai garé ma camionnette sale juste devant l'entrée principale, bloquant une Jaguar. Un voiturier en livrée s'est approché, scandalisé. « Madame, vous ne pouvez pas ?» Je lui ai lancé mes clés. « Garez-la si ça vous gêne. » Mais ne la rayez pas, j'ai des outils de valeur dedans. J'ai marché vers le jardin. Des chaises blanches étaient alignées sur la pelouse. Une arche florale dégoulinante d'orchidées blanches trônait au fond. Et là, posée sur un piédestal de marbre, trônait l'urne. Une urne bleu nuit, dorée à leur fin. Magnifique. Vide de sens. Pleine de litière. Le spectacle allait commencer. Le jardin de notre enfance était méconnaissable. Oriane l'avait transformé en un décor de magazine Vogue. Il y avait un harpiste qui jouait une mélodie éthérée. Des serveurs circulaient avec des plateaux de petits fours, avant même la cérémonie. L'atmosphère n'était pas au recueillement, mais au réseautage mondain. J'entendais des bribes de conversation. Quelle tragédie, si soudain, tu as vu les chaussures d'Oriane? Des loups-boutins de la nouvelle collection. Il paraît qu'elle va vendre la maison, une excellente affaire. Je restais en retrait, adossé à un vieux chêne, invisible dans ma veste fluo paradoxalement trop voyante pour que ces gens daignent la regarder. Pour eux, j'étais probablement une employée du service d'entretien. Oriane apparut. Elle était sublime, il fallait le reconnaître. Une robe noire en dentelle, juste assez transparente pour être chic, un voile court sur ses yeux, un mouchoir de soie à la main. Elle était soutenue par son mari, un homme effacé qu'elle trompait ouvertement, et flanquée du docteur Amaury, qui avait l'air nerveux, ajustant sans cesse sa cravate. Elle monta sur l'estrade improvisée devant l'urne. Le harpiste se tut. Le silence se fit. Mes amis, commença-t-elle, la voix brisée par une émotion parfaitement calibrée. Merci d'être là pour dire adieu à notre mère, Mireille. Une femme de lumière, de goût, d'élégance. Elle marqua une pause, essuya une larme inexistante. Elle est partie si vite. Son cœur, ce cœur si grand qui a tant aimé, s'est arrêté dans son sommeil. Sa dernière volonté, qu'elle m'a confiée dans un souffle avant de s'éteindre, était que nous ne soyons pas tristes. Elle voulait être incinérée et dispersée dans le vent, libre comme elle a toujours été. Maman détestait le vent. Elle disait que ça décoiffait son brushing. Mensonge numéro 1. Elle m'a aussi confié la lourde tâche de gérer son patrimoine, continua Oriane, sa voix gagnant en assurance. Pour que cette maison continue de vivre, pour soutenir les causes qui lui étaient chères. Traduction, payer ses dettes de jeu et ses crédits à la consommation. Hélas, ma sœur Flavie. Elle soupira, et tous les visages se tournèrent vers l'assemblée, cherchant la sœur indigne. Flavie n'a pas pu supporter le choc. Elle est trop fragile, trop instable. Elle a refusé de venir. Je lui pardonne. Maman lui pardonne. La rage bouillonna en moi, chaude et liquide comme de la lave. Fragile? Instable?
Je décolla mon dos de l'écorce du chêne. J'envoyai un texto rapide à Gaspard, Géo. Entrez dans la clinique. Maintenant. Puis, je m'avançai. Mes bottes de sécurité écrasaient l'herbe parfaitement tondue. Le bruit lourd de mes pas résonna dans le silence attentif. Boum. 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 Je suis là, Oriane, dis-je d'une voix forte, projetée comme sur un chantier pour couvrir le bruit des machines. Et je ne suis pas venu pour le pardon. La foule s'écarta comme la mer Rouge. Oriane se figea sur l'estrade. Ses yeux s'écarquillèrent derrière sa voilette. Amaury devint blanc comme un linge. Flavie, siffla Oriane, perdant instantanément son masque de madone éplorée. Qu'est-ce que tu fais ici habillé comme un clown? Tu déshonores la mémoire de maman. Je continuai d'avancer, droit vers l'estrade. Au contraire. Je suis venu vérifier les fondations de ton histoire, grande sœur. Et il me semble qu'il y a une grosse fissure. 2 agents de sécurité, ceux d'Oriane, s'approchèrent de moi. Mais Franck et ses hommes, qui s'étaient mêlés à la foule en costume civil, surgirent et les bloquèrent calmement mais fermement. Laissez-la passer, dit Franck avec son autorité d'ancien gendarme. Je montai les marches de l'estrade. J'étais maintenant face à elle. Je sentais son parfum coûteux, qui ne parvenait pas à masquer l'odeur de la peur. Tu es folle, murmura Oriane pour que seul moi l'entende. Dégage d'ici ou je te fais interner. Je souris. Un sourire froid, sans joie. Tu as parlé de la dernière volonté de maman, Oriane. C'est drôle, parce que j'ai cru comprendre que sa dernière volonté était d'avoir de l'eau fraîche, hier soir, quand tu lui as dit de se taire dans sa chambre d'hôpital. Les yeux d'Oriane lancèrent des éclairs de panique vers Amaury. Le médecin fit un pas en arrière, cherchant une sortie des yeux. Je me tournai vers le public. Ces gens riches, ces notables, ces parasites. Ils me regardaient avec un mélange d'horreur et de fascination. Ils adoraient le drame, tant que ça ne les éclaboussait pas. Aujourd'hui, ils allaient être servis. Ma sœur vous a dit que notre mère a été incinérée ce matin, lançai-je à la foule. Une crémation express. Très pratique. Pas de corps, pas d'autopsie, pas de questions. Elle délire, cria Oriane. Sortez-la. Pourquoi tant de hâte, Oriane, continuai-je en ignorant ses cris. Je m'approchai de l'urne. Elle était posée sur un petit napperon de dentelle. Est-ce parce que tu avais besoin de l'acte de décès pour débloquer l'argent avant demain? Avant que tes amis estoniens ne viennent te casser les jambes? Un murmure parcourut l'assemblée. J'avais touché un point sensible. Certains invités au fond du jardin échangèrent des regards noirs. Tu mens, hurla Oriane. Elle essaya de m'attraper le bras, mais je l'esquivai d'un mouvement d'épaule, la faisant trébucher sur ses talons aiguilles. Elle tomba à genoux, une posture ironiquement appropriée. Je posai mes mains sur l'urne. La céramique était froide. Si maman est là-dedans, dis-je doucement, mais ma voix portait loin. Alors elle est bien lourde pour une femme qui ne pesait que 50 kilos à la fin. Ne touche pas à ça, hurla Amaury, sortant de sa torpeur. Il se précipita vers moi. C'était le moment. Le point de rupture. En ingénierie, on appelle ça la charge critique. Le moment où la structure ne peut plus supporter le poids des mensonges. Je soulevai l'urne au-dessus de ma tête. Le silence fut total. Même les oiseaux semblaient s'être tus. Maman, dis-je en regardant le vase bleu. Si tu es là, pardonne-moi. Et de toutes mes forces, j'abattis l'urne sur le sol de marbre de la terrasse. Le bruit fut explosif, violent, choquant. Bien plus fort qu'on ne l'imaginait. Les éclats de céramique bleu volèrent comme des shrapnels. La foule poussa un cri collectif de terreur, reculant comme une seule entité. Mais ce n'était pas le bruit qui les fit taire ensuite. C'était ce qui gisait au sol. Pas de fine poussière grise. Pas de cendres sacrées. Mais un tas de granulés blanchâtres et bleus, répandus en éventail sur le marbre noir. De la poussière s'éleva, une odeur synthétique de lavande bon marché et de produits chimiques piqua les narines des premiers rangs. De la litière, s'écria une femme au premier rang, portant une main gantée à sa bouche. C'est de la litière pour chat. Je restai debout au milieu des débris, mes bottes couvertes de granulés absorbants. Je regardai Oriane.
Elle était toujours à genoux, le visage décomposé, fixant le tas ridicule qui était censé être notre mère. « Tu as mis de la litière » balbutia-t-elle, comme si elle découvrait le crime elle-même. Elle essayait encore de jouer l'ignorance. Je me tournai vers Amaury. Il essayait de se faufiler vers la sortie latérale. « Pas si vite, docteur, dis-je. » Franck, mon chef de sécurité, lui barra la route de sa carrure massive. Je repris le micro qui était tombé au sol. « Mesdames et messieurs, dis-je, la voix tremblante d'adrénaline. Ma sœur a raison sur un point. Maman aimait la propreté. Mais je ne pense pas qu'elle voulait finir en litière agglomérante marque repère. » Je pointai un doigt accusateur vers Oriane. « Tu as volé sa dignité. Tu as volé sa vie. Tu as organisé des funérailles pour une femme qui respire encore. » « C'est faux, glapit Oriane. Elle est morte. C'est une erreur de l'entreprise de pompes funèbres. Ils ont dû se tromper d'urne. » Vraiment ? Je sortis mon téléphone et le connectai au système audio Bluetooth de la Sono, que j'avais piraté mentalement en repérant la marque lors de mon arrivée, déformation professionnelle. Je lançai l'enregistrement audio de la veille. La voix d'Oriane, cristalline, amplifiée par les enceintes Bose du jardin, résonna. J'ai mis de la litière pour chat. Pour le poids ? Maman détestait les chats. Quelle ironie divine. Le visage d'Oriane passa du blanc au gris cendre. La foule était pétrifiée. C'était la fin. La façade s'était effondrée. Mais il manquait le coup de grâce. Si ceci est de la litière, dis-je en écrasant les granulés du talon, alors où est maman ? Comme en réponse à ma question, une sirène retentit au loin. Pas une sirène discrète cette fois. Une vraie sirène, hurlante, furieuse. Le portail s'ouvrit. L'ambulance de Gaspard entra, suivie de 2 voitures de police. L'arrivée du convoi fut cinématographique. Les policiers sortirent, armes au poing, sécurisant le périmètre. Gaspard sauta de l'ambulance et ouvrit les portes arrière. Ils sortirent un brancard. Sur le brancard, redressée en position assise, pâle comme un fantôme et bien vivante, se trouvait Mireille. Ma mère. Un silence de cathédrale tomba sur le jardin. C'était comme voir un mort sortir de sa tombe. Les infirmiers poussèrent le brancard jusqu'au pied de l'estrade, écrasant au passage les fleurs et les tapis. Maman cligna des yeux face à la lumière crue du jour. Elle semblait désorientée, mais quand son regard se posa sur Oriane, toujours à genoux dans la litière, une étincelle de lucidité terrifiante s'alluma dans ses yeux. La drogue se dissipait, remplacée par l'horreur pure. Maman, couina Oriane. Sa voix était celle d'une enfant de 5 ans prise la main dans le sac. Maman, je croyais que tu étais... Mireille leva une main tremblante. Elle arracha la perfusion qui pendait à son bras. Tu croyais que j'étais quoi, Oriane ? Une chose ? Sa voix était faible, râpeuse, mais elle portait l'autorité de toute une vie de matriarcat. J'ai tout entendu. Hier soir. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas ouvrir les yeux, mais j'entendais. Elle doit mourir sur le papier. C'est ce que tu as dit. Oriane rampa vers elle. Non, maman, c'était pour nous sauver. Pour la maison. Ils allaient me tuer. Alors tu as décidé de me tuer à la place ? Maman cracha les mots. Elle regarda autour d'elle, vit les invités, l'urne brisée, la litière. Elle comprit l'ampleur de la mascarade. Son visage se durcit, devenant un masque de pierre. J'ai passé ma vie à te dorloter, dit maman. J'ai ignoré Flavie pour toi. J'ai volé l'avenir de ta sœur pour payer tes caprices. Et voilà comment tu me remercies. Avec du sable à chat. Elle se tourna vers les policiers. Arrêtez-la. Elle et son médecin de pacotille. Les policiers passèrent les menottes à Oriane. Elle hurla, se débattait, ses belles chaussures raclant le sol, sa robe déchirée. Elle n'avait plus rien de la femme du monde. Elle n'était qu'une escroc pathétique. Amaury, lui, s'effondra sans résistance, pleurant comme un bébé. Maman tourna alors son regard vers moi. J'étais toujours sur l'estrade, sale, épuisée, les mains vides. Nos regards se croisèrent. Pour la première fois de ma vie, elle ne me regardait pas avec déception. Elle me regardait avec peur.
Respect? Flavie, dit-elle doucement. Tu es sale. Je laissai échapper un petit rire nerveux. C'était tellement elle. Oui, maman. C'est de la boue. C'est solide, la boue. Elle tendit la main vers moi. Emmène-moi d'ici. Loin d'elle. Loin de tout ça. Je descendis de l'estrade. Je pris les poignées du brancard. Gaspard me fit un clin d'œil. Je poussai ma mère hors du jardin, passant devant les invités médusés, laissant derrière nous les ruines de la vie d'Oriane éparpillées dans la litière bleue. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon juridique. L'affaire fit la une des journaux locaux, la fosse morte et l'urne de litière, le scandale des Monts d'Or. Oriane est en prison, en attente de son procès pour tentative d'homicide, séquestration, abus de faiblesse et escroquerie. Ses créanciers estoniens n'ont pas pu la toucher derrière les barreaux, ce qui est peut-être sa seule chance, ironiquement. Mais sa vie sociale est finie. Son mari a demandé le divorce le lendemain de l'arrestation. Le docteur Amaury a perdu sa licence et risque 20 ans de prison. Sa clinique a été fermée. Quant à maman, le choc a été rude. Elle a dû être hospitalisée pour se sevrer des sédatifs et traiter son cœur, qui avait vraiment souffert du stress chimique. Quand elle est sortie, elle ne pouvait plus retourner dans la grande maison. Elle était saisie par la justice pour payer les dettes qu'Oriane avait contractées en son nom. Elle habite maintenant avec moi, dans mon appartement en centre-ville. Ce n'est pas un conte de fées. C'est difficile. Elle se plaint du bruit des voisins, elle critique ma décoration trop minimaliste. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais hier soir, alors que nous buvions une tisane dans mon salon, elle a posé sa tasse et m'a regardée. Tu sais, Flavie, a-t-elle dit, j'ai toujours cru que la réussite, c'était ce qui brillait. Ce qui montait haut. Je n'ai rien dit, attendant la suite. J'avais tort, a-t-elle continué. Quand tout s'écroule, ce n'est pas le toit qui compte. C'est ce qu'il y a en dessous. C'est toi qui m'as tenu quand je tombais. Oriane. Oriane était juste une belle décoration qui cachait la pourriture. J'ai souri. Je suis ingénieur, maman. Je m'occupe des fondations. C'est moins joli, mais ça dure plus longtemps. Elle a pris ma main, ses doigts rugueux serrant les miens. Pardon de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ça va prendre du temps pour réparer tout ça, maman, ai-je répondu honnêtement. Il y a beaucoup de fissures. On a le temps, a-t-elle dit. Nous reconstruisons. Pierre après pierre. Ce n'est pas parfait, mais c'est réel. Et surtout, c'est solide. J'ai choisi la méthode la plus brutale pour sauver ma mère. J'ai humilié ma sœur devant tout le monde. J'ai détruit l'image de ma famille. Certains diront que c'était cruel. D'autres diront que c'était nécessaire. Et vous? Pensez-vous que j'étais trop loin en brisant cette urne? La vengeance publique était-elle la seule solution face à tant de cynisme? J'ai hâte de lire vos avis et vos propres histoires de famille dans les commentaires. Si cette histoire vous a touché, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines révélations. Parfois, il faut tout casser pour pouvoir reconstruire. Merci de m'avoir écouté.